Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour cet épisode spécial consacré à la grande conjonction Jupiter-Saturne de 2020, le rapprochement qui a lieu tous les 20 ans entre les deux plus grandes planètes du système solaire, surtout que cette année le rapprochement est exceptionnel avec une distance de 6 minutes d'arc, c'est-à-dire 1/10 de degré ou 1/5 du diamètre de la pleine lune. Et donc c'est la première fois depuis 1623 que les deux planètes sont aussi proches dans le ciel, et surtout avec la chance que nous avons aujourd'hui d'avoir énormément de matériel pour pouvoir l'observer ou la photographier. Je vous propose donc un épisode en 3 parties. Dans un premier temps, on va s'intéresser déjà à l'observation de cette conjonction proprement dite, à savoir à quelle heure, dans quelle direction, avec quel matériel vous allez pouvoir l'observer également, à quoi vous attendre, mais surtout nous intéresser à la hauteur de ce phénomène et à cette petite course contre la montre que nous allons avoir, puisque ce sera observable au coucher du soleil et on n'aura qu'à peu près 1 heure pour pouvoir l'observer. Ça dépendra aussi de votre latitude bien évidemment, mais il y aura quand même à être précis, et du coup comme c'est pas très haut, on va parler également de du repérage du site adéquat pour cette observation. Alors on peut faire cette observation bien évidemment en ville à partir du moment où l'horizon est suffisamment dégagé. On va s'intéresser dans une deuxième partie à essayer de comprendre ce que c'est que cette grande conjonction et regarder à l'aide d'une simulation 3D un petit peu globalement la rareté de ce phénomène et qu'est-ce qui explique aussi la raison pour laquelle c'est excessivement intéressant cette année, puisque 6 minutes d'arc c'est vraiment absolument rien en termes de distance apparente. Enfin, dans une troisième partie, nous allons nous intéresser à la photographie, c'est-à-dire quelques petits conseils pratiques si vous voulez photographier cette grande conjonction. Il n'y a pas besoin d'avoir un matériel professionnel, un simple appareil photo numérique avec un objectif, on n'a pas forcément besoin de motorisation, ou on peut également prendre un smartphone à mettre sur un télescope, etc. Ceux qui ont des télescopes adéquats pour l'astrophotographie, eh bien vous allez pouvoir encore plus vous en donner à cœur joie. Bien sûr, si vous n'avez pas de matériel pour observer ou si les conditions ne le permettent pas, tant géographiques que météorologiques, eh bien nous sommes plusieurs youtubeurs à se mettre en ordre de bataille pour pouvoir vous assurer des lives d'observation de cette grande conjonction. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir la notification au moment où je vous ferai de telles diffusions en direct. Enfin, dans une 4e partie, nous parlerons des éphémérides de la semaine, bien évidemment, parce qu'il n'y aura pas que la grande conjonction à observer. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors, notre grande conjonction aura lieu précisément le lundi 21 vers 18h37, temps universel, ça fait 19h37 heure française, et donc là bien évidemment nos deux planètes seront déjà couchées, mais néanmoins le lundi soir sera vraiment le moment le plus adéquat pour cette observation. Mais cette observation est tout à fait faisable pendant la semaine qui précède jusqu'à au moins le 30 décembre où les deux planètes seront distantes de moins de 1 degré, c'est-à-dire 2 fois le diamètre de la pleine lune. Ça nous donne la possibilité pour de nombreux instruments de pouvoir avoir les deux planètes dans le même champ, que ce soit d'un oculaire ou d'un appareil photo sur un télescope. Donc précisément, à quoi nous attendre? Nous allons nous attendre à 2 points très rapprochés sur le ciel, dans le ciel, et surtout assez brillants. Ils sont tout à fait visibles à l'œil nu à partir du moment où la météo est bonne, même en pleine ville. Il n'y a pas forcément de difficulté. Bien évidemment, à mesure que vous allez pouvoir grossir ces 2 points, vous allez avoir des choses un peu plus intéressantes. Avec une paire de jumelles pour commencer, vous allez pouvoir observer les 4 satellites galiléens à partir du moment où vous allez avoir un grossissement suffisant. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir un support pour le mettre sur un pied photo, ça coûte pas très cher si vous n'en avez pas encore, ou essayez de vous appuyer sur quelque chose. Sinon, vous tenez les jumelles plutôt par l'avant, et en les calant sur le nez, vous allez avoir un peu plus de stabilité. Avec 10 fois de grossissement, ce sera un petit peu limite forcément pour voir les lunes de Jupiter, mais par contre avec un grossissement de 20 fois, vous n'allez pas avoir trop de difficultés à les observer normalement. Et vous allez pouvoir commencer à observer à mesure que le grossissement sera plus important, le diamètre apparent de Jupiter et la forme un petit peu ovale, un peu plus petite de Saturne qui sera donc un petit peu au-dessus, Saturne donc avec ses fameux anneaux.
Avec un télescope ou une lunette astronomique, ici un 115-900 avec un simple oculaire, là vous allez pouvoir bénéficier déjà un peu plus du spectacle. Déjà les lunes de Jupiter vont apparaître de façon beaucoup plus claire. Titan, la lune principale de Saturne, il y en a beaucoup d'autres bien évidemment, pourra apparaître également en fonction de votre diamètre, et vous allez pouvoir commencer à apprécier le diamètre apparent des deux planètes. Bien évidemment, vous adaptez l'oculaire et vous changez d'oculaire pour avoir une vue globale, une vue peut-être un peu plus resserrée sur vos deux planètes. Plus vous allez monter en diamètre, plus vous allez pouvoir voir de détails, mais n'oubliez pas que ces deux planètes seront extrêmement basses, entre 15 et 10 degrés au-dessus de l'horizon. La conséquence de cela, c'est que l'horizon agit comme un prisme et donc vient séparer les couleurs. Le bleu sera un petit peu au-dessus et le rouge va baver un petit peu en dessous. Donc ne vous étonnez pas si vous avez ce qu'on appelle des aberrations chromatiques. Elles peuvent naturellement venir de certains instruments ou oculaires, mais là en l'occurrence l'atmosphère va provoquer de sérieuses aberrations chromatiques et il ne faut pas être frustré de cela. Si vous disposez d'un correcteur de dispersion atmosphérique, il y a un épisode dédié pour ça, c'est le moment bien évidemment de l'utiliser. C'est ce dispositif un petit peu bizarre que vous voyez là avec deux tirettes pour faire tourner deux prismes qui viennent à compenser justement cette réfraction atmosphérique. Et bien évidemment, vous allez pouvoir photographier ça, on verra tout à l'heure. Par contre, le conseil que je voudrais vous donner, c'est de sortir déjà l'instrument au moins 1 à 2 heures avant l'observation. Je vais vous donner les heures dans quelques instants. De façon à ce qu'il se mette bien à température et limiter finalement la turbulence à l'intérieur de l'instrument. Vous le mettez bien évidemment à l'ombre du soleil puisqu'on espère qu'il fera beau pour votre observation. Vous allez commencer à essayer de l'observer avec le maximum de focale, le maximum de grossissement possible. Plus elles sont hautes, mieux vous allez pouvoir apprécier les détails. Et quand elles vont commencer à baisser, les détails, vous allez voir, vont commencer à disparaître. Et d'ailleurs, progressivement, les planètes vont commencer à devenir un petit peu plus orangées. Raison pour laquelle on va commencer avec, par exemple, le montage Barlow ADC, etc. si vous disposez d'un tel montage, mais en tout cas avec les oculaires du plus fort grossissement. Et après ça, vous allez aller sur des oculaires de grossissement un petit peu plus faibles. Avec un smartphone, vous allez déjà pouvoir photographier ces deux points. Les nouveaux smartphones avec les modes nuit vous permettent tout à fait de faire ce genre de photos sans trop de difficultés. Il faudra simplement être stable pendant la petite prise de quelques secondes. Alors pour bien comprendre le phénomène que nous allons voir, je vous propose de nous placer au centre géographique de la France, à l'heure du crépuscule civil, c'est-à-dire le soleil est à 6 degrés en dessous de l'horizon. En fait, le crépuscule civil, c'est entre le moment où le soleil s'est couché et 6 degrés en dessous de l'horizon. Et donc là, à ce moment-là, les étoiles les plus brillantes commencent tout juste à apparaître. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir observer vos deux planètes en direction du sud-ouest, entre 10 et 15 degrés au-dessus de l'horizon, en fonction de votre site d'observation. Donc je peux vous montrer cette carte de France où vous allez retrouver l'heure du crépuscule civil, donc soleil 6 degrés en dessous de l'horizon, heure de première perception visuelle à l'œil nu de vos deux planètes, et la hauteur qu'elles auront au-dessus de l'horizon. Vous pouvez voir que pour Lille, ce sera 17h24 le lundi 21, mais ça ne varie de pas beaucoup finalement d'un jour sur l'autre maintenant, puisque on est en train d'approcher, voilà, on est au moment du solstice d'hiver finalement. 17h24 à Lille, vous avez 17h12 par contre à Strasbourg, et vous avez 18h02 pour ce qui est de Brest. Vous avez même 18h05 pour ce qui est de Biarritz, quand vous avez 17h28 pour ce qui est d'Ajaccio. Par contre, la haute, donc ça, l'heure finalement de début, vous allez pouvoir commencer à observer votre conjonction. Finalement, ça va être un peu plus tôt quand vous allez être au nord-est et plus tard quand vous allez être au sud-ouest. Donc ça, c'est tout à fait logique. On retrouve ça assez logiquement finalement quand vous prenez une carte satellite, par exemple avec l'application Sat24, et que vous faites des captures écran au moment où la nuit commence à tomber. On voit très bien le gradient de la nuit qui commence à apparaître. La hauteur, par contre, va dépendre donc de vos deux planètes. Quel que soit votre site d'observation, finalement, ne va pas dépendre de votre longitude, elle va dépendre de votre latitude. Puisque là, clairement, l'heure de la tombée de la nuit dépend principalement de la longitude, mais aussi un petit peu de la latitude. Et donc là, qu'est-ce que l'on observe ? Eh bien, on observe que vous avez 11 degrés 8 pour ce qui est de Lille,
12 degrés 6, 12 degrés 7 pour Paris, Strasbourg ou Brest. Vous allez être à 14 degrés par exemple pour Limoges ou pour Lyon. Et vous allez même être à 15 degrés 3 pour Biarritz, Perpignan, 15 degrés 6 pour Ajaccio. Donc là, bien évidemment, vos planètes seront quand même un peu plus hautes, vous allez avoir plus de temps pour pouvoir les observer. Alors 15 degrés, 10 degrés, qu'est-ce que ça représente? Il vous suffit de tendre le bras avec votre poing et de placer le bas de votre poing à l'horizon, à la même hauteur que que vos yeux finalement. Donc là, avec le poing tendu comme ceci, vous avez 10 degrés là entre le haut et le bas de votre main. Si vous levez à ce moment-là votre pouce, vous allez avoir 15 degrés. Donc au début de l'observation, vos planètes seront plutôt à 15 degrés et elles seront plutôt à 10 degrés au bout d'une demi-heure et même 5 degrés quand vous allez continuer à attendre un petit peu. Donc une heure après, elles seront déjà beaucoup plus basses. Donc bien évidemment, votre site d'observation va dépendre de cela. Et ce que je vous invite à faire, c'est faire ce repérage justement avec ce point comme ça pour vous repérer un petit peu quel serait le positionnement. Il vous suffit de repérer l'endroit où le soleil se couche et vos planètes seront un petit peu à gauche de cet endroit où le soleil se couche. Si vous repérez un endroit, par exemple dans votre jardin ou pas très loin de chez vous, bien dégagé, où finalement le soleil illumine le sol quasiment jusqu'à son couchant, eh bien ça veut dire que vous avez toutes les chances de pouvoir voir vos deux planètes de cet endroit-là, puisque le soleil aura été quasiment à la même place dans le ciel que vos deux planètes. Elles seront un tout petit peu plus hautes que là où a été le soleil, mais globalement ça va être un bon point de repérage. Donc je vous ai montré quelques images que j'ai faites aux alentours de ma résidence pour vous montrer un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Alors cette grande conjonction, pourquoi est-elle aussi rare? Eh bien tout simplement parce que la période de révolution des deux planètes, Jupiter et Saturne autour du Soleil, est relativement lente. Donc pour Jupiter, ça fait 4332 jours, soit 11,86 ans, et 10 754, soit 29,44 années, pour ce qui est de Saturne. Et donc on comprend bien que quand Jupiter aura fait un tour, Saturne aura quand même évolué un petit peu sur sa course, et donc Jupiter va devoir encore la rattraper. Alors bien évidemment, on va pas s'amuser à essayer par tâton de se dire voilà, je rajoute tant et puis Saturne avance tant, etc. et je la rattrape. En fait, il y a une méthode de calcul pour calculer l'intervalle moyen entre deux grandes conjonctions. Il s'agit de calculer en fait l'intervalle moyen de l'opposition de Saturne par rapport au Soleil vu depuis Jupiter. C'est ce qu'on appelle la période synodique. Et pour ça, il y a une méthode de calcul. Je vous mets des liens dans la description si vous voulez approfondir cet aspect géométrique, c'est intéressant. Et donc en fait, on fait T1 pour Jupiter et T2 pour Saturne en jours. T1 fois T2 divisé par T2 moins T1. À partir de ce moment-là, on arrive à trouver 7254 jours, soit 19,86 années. Sur ce laps de temps, en fait, eh bien, on va comprendre qu'il va y avoir un décalage de 117 degrés entre deux grandes conjonctions dans le ciel. Donc, la conjonction de cette année a lieu dans la constellation du Capricorne. Dans 20 ans, elle aura lieu aux alentours de la constellation de la Vierge. Dans 20 ans également, elle aura lieu dans la constellation du Taureau, non loin de l'amas des Pléiades. Et ensuite, de nouveau, on reviendra dans la constellation du Capricorne. Donc dans 60 ans, enfin 59,6 années. Il y a quand même, avec ce qu'on pourrait appeler un trigone, un décalage de 9 degrés tous les 59 ans. Voilà, toutes les trois grandes conjonctions, ce qui va faire qu'au final, nos grandes conjonctions vont se décaler un petit peu. Les deux orbites de nos planètes ne sont pas strictement sur le même plan orbital. Par rapport à notre plan d'évolution orbitale, c'est-à-dire l'écliptique, le plan d'évolution de la Terre autour du Soleil, donc vu depuis un observateur terrestre, c'est le plan sur lequel évolue le Soleil, eh bien nos deux planètes sont un petit peu inclinées.
Donc le plan d'évolution de Jupiter est incliné de 1,3 degré par rapport au nôtre, et le plan de Saturne est incliné de 2,4 degrés par rapport au nôtre également. Donc les deux plans ne sont pas les mêmes, et il y a deux points de croisement entre ces deux plans d'orbite, qui, vus d'un observateur terrestre, sont globalement l'un dans le Capricorne et l'autre dans le Sagittaire. Et cette année, notre grande conjonction aura lieu dans le Capricorne. Il en sera de même également donc dans 60 ans, aussi dans le Capricorne. Sauf que cette année, ce sera Saturne qui sera un petit peu au-dessus, Jupiter en dessous. Dans 60 ans, ce sera l'inverse. Donc les plus jeunes d'entre nous pourront en profiter. Moi j'ai calculé, je devrais avoir 104 ans, je pense que je ne serai plus très frais. Nos deux planètes, Jupiter et Saturne, étant des planètes dites supérieures, c'est-à-dire au-delà de la Terre par rapport au Soleil, eh bien, il peut se produire un phénomène assez étonnant qu'on appelle une triple conjonction. C'est lié au fait que cette grande conjonction va avoir lieu au voisinage de l'opposition de ces deux planètes pour ce qui est d'un observateur terrestre. On a eu deux cas, l'un en 1940-1941 et l'autre en 1980-1981, et là aussi le phénomène est assez étonnant. On voit en réalité, déjà pour toute planète supérieure en réalité, ces planètes évoluent dans le sens grade, c'est-à-dire globalement un petit cran vers l'est chaque jour, mais il y a des moments d'immobilisation, elles deviennent rétrogrades. On voit ça dans les épisodes, dans les éphémérides. Vous avez ensuite votre opposition, puis une deuxième immobilisation, puis ensuite elle repasse en sens grade. Résultat, vis-à-vis du champ étoilé, elle se déplace de jour en jour, elle s'immobilise, elle repart dans l'autre sens, et elle repart dans l'autre, et ensuite elle repart dans l'autre sens. Donc elle nous fait une boucle où elles peuvent nous faire un S. Si notre grande conjonction a lieu à peu près à ce moment-là, eh bien vous pouvez avoir un jeu de passe-passe entre nos deux planètes, et ce qui nous permet de pouvoir observer cette grande conjonction par 3 fois. L'intervalle entre ces grandes conjonctions que nous venons de calculer est un intervalle moyen. Pour la très bonne et simple raison que la distance entre la Terre et le Soleil est de 156 millions de kilomètres, ce qu'on appelle une unité astronomique. Pour ce qui est de Jupiter, il s'agit de 778 millions de kilomètres, ça nous fait 5,2 fois cette distance Terre-Soleil. Et pour ce qui est de Saturne, c'est 9,5 fois, c'est-à-dire 1,4 milliard de kilomètres. Donc, on comprend que il faut déjà que les deux soient globalement à la période donc d'opposition de Saturne du point de vue de Jupiter, mais également que la Terre soit dans l'axe de ces deux planètes. Et il peut y avoir de l'avance ou du retard en fonction de la position de la Terre sur son orbite vis-à-vis de nos deux autres planètes. Donc tout ça, je vous propose de voir ce que ça donne à travers une simulation informatique. Voici donc la configuration du système solaire tel qu'il se trouvait le 28 mai 2000, donc au moment de la dernière grande conjonction Jupiter-Saturne. Et vous pouvez voir que les deux planètes se trouvaient non loin de l'amas des Pléiades, donc dans les constellations du Taureau. Donc sur ce simulateur, vous pouvez voir qu'il y a un petit décalage, mais ça va vous donner quand même les grandes lignes. Alors la première chose à repérer, c'est déjà l'orbite de la Terre, donc en bleu. Et vous pouvez remarquer que les orbites de Jupiter et de Saturne sont donc beaucoup plus grandes. Jupiter est à peu près 5,2 fois plus éloigné du Soleil et Saturne 9,5 fois. Ce qui va nous intéresser donc, c'est de voir l'évolution de toutes ces planètes pendant les 20 ans qui séparent les deux grandes conjonctions. Et vous pouvez donc remarquer deux choses. D'une part, des mouvements d'oscillation qui sont liés finalement à la période d'opposition de ces planètes, ce qu'on appelle le sens grade et le sens rétrograde pendant la période d'opposition. Et la deuxième chose, c'est que plus une planète est éloignée, plus elle tourne lentement finalement en vitesse angulaire. Il s'agit de la troisième loi de Kepler, donc à savoir la loi des périodes. Conséquence, lorsque Jupiter nous fait un tour, la Terre fait 12 tours autour du Soleil. Nous sommes le 15 mai 2012 maintenant, et vous pouvez voir que Jupiter est revenu à peu près à la position de départ. Mais vous pouvez voir que Saturne n'a fait que un tiers, un peu plus d'un tiers en fait, de sa révolution orbitale.
Et bien évidemment, la prochaine grande conjonction n'aura pas lieu ici, mais il va falloir continuer encore pendant 8 ans pour obtenir la prochaine grande conjonction, c'est-à-dire celle de 2020. Nous arrivons au 21 décembre 2020 et vous pouvez voir qu'à nouveau Jupiter et Saturne sont alignés avec la Terre. C'est la configuration que nous pouvons voir cette année. Nous pouvons donc faire les calculs finalement du parcours réalisé par ces deux planètes. Jupiter a fait un tour, donc 360 degrés, plus 243 degrés. Quant à Saturne, elle n'a fait que 243 degrés. Au total donc, la nouvelle grande conjonction se déroule finalement 2/3 d'un tour plus 3 degrés par rapport à la grande conjonction précédente. Et donc au bout de 3 grandes conjonctions, nous allons revenir à la position initiale, mais avec un décalage de 9 degrés, ce que l'on observe finalement au fur et à mesure des grandes conjonctions à travers les siècles. Parlons maintenant de la photo. Bien évidemment, il sera facile de photographier cette grande conjonction et il est tout à fait possible de travailler avec à peu près toutes les focales et de s'amuser un petit peu. Je peux vous donner par exemple une photo qui a été publiée il y a quelques jours par Jean-Baptiste Feldman, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Lui, c'est un passionné d'astronomie également, astronome amateur, mais surtout son grand truc, c'est de faire de la photo du ciel vis-à-vis d'un environnement terrestre en premier plan. Donc il ne s'amuse pas à faire des photos avec des énormes télescopes, mais plutôt un petit appareil photo compact, voire même un smartphone. Et donc il a fait cette photo que je vous montre à l'écran, que je trouve est une bonne idée de mise en scène avec notre conjonction, notre grande conjonction en deuxième plan, et dans un premier plan, bien évidemment, vous pouvez avoir tel ou tel bâtiment, tel ou tel paysage, et ça peut être franchement assez sympa. Ensuite, vous pouvez photographier simplement avec un smartphone. Si vous avez un support, c'est toujours mieux pour être stable. Et donc, vous pouvez faire des photos avec ou sans le système finalement d'accumulation de lumière. Vous pouvez également utiliser ce genre de support de smartphone qui vient se fixer sur vos oculaires et vous permettre de faire des photos avec votre smartphone sur un télescope ou sur une paire de jumelles, bien évidemment. Donc là aussi, c'est une possibilité pour faire des photos. Avec un appareil photo numérique, même avec un objectif d'un peu plus longue focale, vous allez pouvoir faire des photos. Vous allez voir, on va calculer en fonction de la taille des pixels de votre capteur et en fonction de la focale de votre objectif, le temps de pose maximum que vous pouvez obtenir pour ne pas avoir de filet de vos deux planètes sur votre capteur du fait de la rotation de la Terre, et vous allez voir qu'il n'y aura absolument aucun problème, même avec un télescope Dobson de 1000, 1200 ou même 1800 mm de focale, vous n'allez pas avoir de problème majeur. Pour cela, je vous propose un premier tableau. Ce premier tableau, en fait, vous présente sur la gauche des appareils photo un peu courants du commerce. La deuxième colonne correspond au nombre de millions de pixels de votre capteur. Si vous avez un appareil photo d'une autre marque que ceux que j'ai présentés ici, eh bien vous pouvez vous baser sur ce chiffre-là. Le premier groupe, ce sont des appareils photo APS-C, le deuxième des appareils photo full frame, donc plein format 24-36. À partir de cela, j'ai calculé la taille des pixels en millimètres. Alors bien évidemment, on est sur des pixels de quelques micromètres maintenant. Et vous avez sur la droite donc des différentes longueurs focales, 100, 135, 200, etc. jusqu'à 2000. Ce sont globalement les focales usuelles qu'on pourrait utiliser en astronomie. Et j'ai calculé à quelle portion de fond de ciel correspond un seul pixel. Donc c'est une dimension en secondes d'arc. Le ciel tourne de 15 secondes d'arc par seconde en moyenne. Si vous faites donc une pause de 1 seconde, les étoiles et les planètes se sont déplacées de 15 secondes d'arc devant vous. Donc bien évidemment, si chaque pixel correspond à 1 seconde d'arc, en fait vous allez avoir un filet qui va faire 15 pixels de long. Il faudra éviter ça. Donc on fait tout simplement la division et on obtient un temps de pause en secondes. Et donc par exemple, si vous avez un Nikon D40 qui fait 6 millions de pixels avec un objectif de 100 mm de focale, vous pouvez faire une pause de 1 seconde en raison justement de la taille des pixels qui sont quand même encore assez gros.
Alors bien évidemment, quand vous allez commencer à monter en focale ou monter en nombre de millions de pixels, le temps de pause sera beaucoup plus court et vous allez trouver des 0,04, 0,02, etc. Ça commence à devenir un petit peu difficile à lire, donc on va raisonner en 1 sur. Et donc par exemple, si vous prenez un Canon EOS 2000D avec ce dernier tableau, donc 24 millions de pixels sur un télescope qui fait 1000 mm de focale, vous obtenez 19,57. C'est 1/20 de seconde, c'est ça que ça signifie. C'est le temps de pause qu'il faut utiliser pour pouvoir faire une photo qui sera suffisamment nette. Donc même avec un télescope, par exemple un 150-750 ou un 150-1200, même si vous n'avez pas de motorisation sur votre petite monture type Q2, Q3, Q3.2, etc., vous allez pouvoir faire des photos pour peu que vous arriviez à faire la mise au point de votre appareil photo. Ça, c'est une question de porte oculaire, etc. Mais je pense que vous avez déjà tenté de faire ce genre d'opération sur la Lune. Les formules que nous venons de voir sont tout à fait d'ailleurs applicables pour la Lune pour avoir le maximum de détails. À partir de là, il nous reste à régler simplement la sensibilité, puisque le temps de pause, il vous est limité là, il faut mettre le temps de pause quand même le plus long possible pour avoir le minimum de bruit sur votre photo, de bruit numérique, j'entends. Le rapport d'ouverture, si vous avez un objectif, descendez-le au moins d'un cran, voire un peu plus. Si vous ouvrez à f2, descendez à 2.8 voire 4. Vous allez voir que vous avez toujours la possibilité d'avoir quand même assez de lumière vis-à-vis de votre temps de pause. Et donc du coup vous adaptez votre sensibilité ISO, vous faites si possible des photos en RAW plus JPEG, vous faites des photos sans saturer votre planète, vous allez voir que normalement vous devriez avoir déjà les lunes de Jupiter, et vous allez faire des photos également en saturant un petit peu vos planètes, donc en allongeant un petit peu, en augmentant un peu la sensibilité, peut-être pour essayer de mettre en évidence les lunes de Saturne qui sont quand même beaucoup plus difficiles. Et après au traitement on ira faire un mix entre les deux bien évidemment, on ira en fait prendre la photo où l'exposition des planètes est correcte, et ensuite on prendra la photo où il y a les lunes et on ira sélectionner les lunes pour aller les recoller sur l'autre. Voilà, c'est un traitement tout simple, ça se fait avec Photoshop ou PaintShop Pro ou The Gimp. Tous ceux qui ont manipulé un peu ces logiciels y arriveront. Donc voilà un petit peu les considérations. Le conseil que je vais vous donner par contre, après derrière, c'est logiquement d'essayer d'avoir du détail. Donc bien sûr, on utilise ce genre de montage, vous en avez déjà entendu parler sur la chaîne bien sûr. Une lentille de Barlow pour multiplier la focale de votre instrument et adapter finalement l'échantillonnage de votre capteur donc par rapport au pouvoir séparateur de votre instrument. N'oubliez pas qu'on est très bas, donc c'est pas nécessaire de suréchantillonner. J'ai fait un essai avec la Barlow x3, je pense que je vais sans doute redescendre à la Barlow x2, je suis pas convaincu que ça vaut le coup d'être avec une Barlow x3. Le correcteur de dispersion atmosphérique, très important puisqu'il va nous permettre de corriger ces couleurs qui bavent finalement. La bague de tilt, elle est nécessaire pour compenser la déviation par les prismes. Et ensuite, donc, votre capteur. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de commencer par les photos en haute définition des surfaces donc de Jupiter et de Saturne. Faites la mise au point peut-être plutôt sur les lunes de Jupiter, c'est je pense le plus efficace, et vous réglez l'ADC sur Jupiter. Surtout ne tentez pas de régler l'ADC sur Saturne, parce qu'en fait, du fait des trous entre les anneaux, l'aide au réglage dans Fire Capture ne va pas fonctionner. Donc vous commencez vos photos avec généralement c'est 45 secondes pour une capture de Jupiter, vous allez aller à 2 minutes à peu près pour une capture de Saturne. Vous faites 4-5 captures de Jupiter, ensuite une capture de Saturne, et ensuite vous prenez votre caméra. Alors vous pouvez faire des plans plus larges avec les lunes, mais comme vous avez beaucoup zoomé, vous n'allez pas forcément avoir tout le monde. Donc vous retirez votre caméra et vous la mettez cette fois directement seule sur le porte-oculaire. N'oubliez pas d'utiliser également un filtre UV Haircut, ça va limiter, le bleu va être et l'ultraviolet va être très sensible à la turbulence, donc il vaut mieux le gommer, et le rouge a moins de définition, donc là aussi il vaut mieux le couper. Donc ensuite vous mettez votre caméra sur votre porte-oculaire tout simplement, et là vous faites une nouvelle série de photos où là vous allez prendre les lunes. Pour ce qui est de Jupiter, c'est comme à l'appareil photo, il suffit que Jupiter soit correctement exposé à 70-80% à peu près de l'histogramme. Les lunes, elles vont apparaître suffisamment au traitement, ne vous inquiétez pas, vous aurez suffisamment de signal. Pour ce qui est de Saturne, là c'est plus délicat, vous allez faire une photo de Saturne bien exposée,
est correcte, et ensuite vous pouvez faire éventuellement une série avec Saturne un petit peu surexposée pour essayer de sortir les lunes. Elles sont beaucoup moins difficiles à sortir. Et bien évidemment, en plus de ça, vous n'avez pas l'ADC quand vous allez faire ça, donc vous allez avoir le phénomène de déviation de la lumière qui va faire des petits traits verticaux finalement. Et ensuite, vous pouvez prendre un appareil photo numérique, le mettre sur le télescope, faire une prise encore plus globale. Et donc en fait, au fur et à mesure, en fait, vous avez commencé avec le maximum de focale, le maximum de grossissement, et vous allez diminuer progressivement votre focale et votre grossissement, parce que de toute façon, vous allez avoir de moins en moins de résolution sur votre image du fait de la faible hauteur de vos deux planètes. Voilà, vous avez tout ce qu'il y a à savoir pour cette grande conjonction. Maintenant, je vous propose de continuer avec les éphémérides de la semaine. Donc bien évidemment, pour les éphémérides, on commence par déjà la Lune avec un premier quartier, donc dans la nuit du 21 au 22 a priori, et nous avons son apogée le 24, donc ça veut dire qu'elle est au plus loin, donc on a plutôt ce qu'on appellerait éventuellement une mini-lune qu'une super-lune. Bien évidemment, ce sont des termes qui sont utilisés par les astrologues, ça nous intéresse pas en tant que tel, ça nous intéressera sur une chose, simplement le diamètre apparent de notre Lune. Nous aurons le premier quartier dans la nuit du 21 au 22, ça veut dire que la Lune va commencer à devenir quand même assez lumineuse, elle va commencer à être gênante pour l'observation du ciel profond. Tous les soirs, nous allons avoir des détails lunaires à observer à l'aide des épisodes de Laurent Oumar sur la chaîne Astronomie à la lunette. Nous avons donc vendredi 18 ce soir entre Sabine et Molke et puis Théophilus, Cyrillus et Katharina. La Rima Iginius le 19, mais aussi le 20, et le 20 nous aurons également la vallée alpine, donc c'était samedi dimanche. Lundi 21 on a le mur droit et la mer des nuées. Mardi 22 nous avons la mer des nuées également, mais cette fois la partie un petit peu à gauche, et le mont Tériphaeus. Le 23 nous allons avoir Aristarque, donc un phare sur la Lune, et Marius Hills et Rainer Gamma. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses là. Et le 25, le jour de Noël, nous allons avoir Marius Hills et Rainer Gamma également. Nos planètes, bien évidemment, vont nous donner, en plus de notre super conjonction, nous allons avoir quand même des détails à aller observer sur Jupiter. Donc les éphémérides de Jupiter, nous avons un transit de Io le 20. Le 21, nous avons donc le maximum de la conjonction. La grande tache rouge le 22, donc je pense que ça va être intéressant aussi de s'intéresser à notre grande conjonction le 22. La grande tache rouge sera vraiment en plein centre, ce sera vraiment pile le bon moment. Le transit de Callisto le 23, le début de la grande tache rouge le 24. Donc ça fait partie quand même des petites choses sympas. Nous avons deux oppositions d'astéroïdes, donc 13 Egeria le 20 et nous avons 39 Laetitia le 22. Nous avons un rapprochement de la Lune et d'Uranus à 3,5 degrés le 25. Enfin, nous aurons comme essaim d'étoiles filantes, alors nous avons eu les Géminides la semaine dernière, je suis désolé, j'en ai pas parlé, mais je crois qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont réussi à faire des belles photos. Nous allons avoir les Léo Minorides de décembre, donc 3 par heure pendant 11 jours, ça va être mineur, hein. Donc aux alentours du 19. La Station Spatiale Internationale, elle est déjà visible au petit matin, donc regardez dans Heaven Above. Vous auriez peut-être des passages intéressants aux alentours de 7h du matin, pourquoi pas un passage au zénith qui pourrait être intéressant à photographier, avec d'ailleurs comme intérêt, c'est que la Station Spatiale Internationale sera illuminée dans l'autre sens, donc l'occasion peut-être d'avoir une vue un petit peu différente. Le soleil, par contre, j'ai pas noté de taches solaires actuellement, donc là, on va pas forcément s'y attarder non plus. Voilà, donc je crois qu'on a vu tout ce qu'il y avait à savoir pour cette semaine, et il y a énormément de belles observations à se faire. Ne soyez pas désespérés de vous dire que on n'est pas le 21, je ne peux pas observer, voilà, c'est bon, c'est foutu pour ma grande conjonction. En fait, les deux planètes vont rester très très proches pendant quand même un certain temps, donc essayez d'en profiter toute la semaine. Éventuellement, ça peut être amusant avec un appareil photo et un objectif de faire une photo tous les soirs, et ensuite on va pouvoir éventuellement essayer de les aligner, et je pense que ça peut faire une animation assez sympa. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne bien évidemment, en particulier en vue des lives que je vais essayer d'organiser, et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.